Le 8 novembre 1996, le sénateur du Rhône, Franck Séruscla, interroge le gouvernement sur les subventions versées à l'association Le Patriarche. Tout récemment, on a constaté que cette association recevait des subventions de l'État, pas seulement du gouvernement actuel, elle en a reçu par le passé de presque tous les gouvernements, au motif qu'elle menait une action dans le sevrage des toxicomanes, action qui est caractérisée par des méthodes thérapeutiques particulièrement rudes que récusent d'autres personnes qui soignent également les toxicomanes. Comptant 2000 à 10 000 adeptes, elle envahit effectivement les sociétés modernes par ses agissements. Elle procède à des achats immobiliers en quantité pour ensuite recevoir et loger ceux qui frappent à sa porte. Se crée ainsi une situation particulièrement trouble et complexe. La réponse se traduira par un contrôle fiscal et des subventions rapidement suspendues. Pourtant, le mal est déjà fait puisque ces mêmes subventions provenaient du ministère de la Santé ainsi que de collectivités locales depuis 2 décennies. Le fondateur de l'association Le Patriarche se nomme Lucien Engelmayer. En réalité, son prénom de naissance est Joseph. Né le 27 novembre 1920 à Francfort-sur-le-Main en Allemagne, il grandit dans une famille juive hassidique polonaise. Son père, typographe, fuit les pogroms. Sa mère souhaite qu'il devienne rabbin, mais la guerre bouleverse son destin. En 1939, le jeune Joseph s'engage dans l'armée française à l'âge de 19 ans. Prisonnier de guerre en 1940, il s'évade et rejoint des membres du FTP-MOI, franc-tireur partisan, main-d'œuvre immigrée. Après la libération, il entame des études de médecine à Toulouse qu'il abandonne avant de devenir brocanteur. En 1946, il fonde avec sa première épouse une entreprise de meubles baptisée Les Meubles et Dépôts Lucien. En 1966, il divorce, abandonne famille et commerce pour se remarier avec Reina Youfera. Tous deux fondent un club de poésie baptisé Le Patriarche à Thil, en Haute-Garonne. En 1978, un article du Monde de Christian Colombani revient sur cette transition. Ancien marchand de meubles, Lucien coulait des jours paisibles au village de Thil, Haute-Garonne, pendant que Reina pratiquait une pédagogie révolutionnaire à l'école communale voisine. Il recevait des marginaux, jouait aux artistes, ne frayait guère avec les gens du pays. 8 ans plus tard, il fonde son centre de post-cure pour toxicomanes au château de la Bohère à 20 km de Toulouse, qu'il loue depuis 1970. En 1974, il achète le château de la Motte, dont il fait le siège de son association. Plus tard, il rachète le manoir des Creniers, près de Deauville, qui sera rénové par ses pensionnaires en guise de réinsertion. Avec sa crinière et sa barbe blanche lui donnant des allures de prophète ou de grand-père bienveillant, Engelmayer propose une méthode alternative sans encadrement médical à base de massage, tisane, bains de plantes et travaux de force. En supprimant le produit, en supprimant toute manipulation, il redécouvre très rapidement le besoin et le goût réel d'exister et d'être. Et l'enfant ou l'adolescent qui existe et qui est a besoin de bonheur, de joie de vivre, de fête et de travail. Celui que l'on surnomme le vieux est un peu mégalo. Il se targue d'avoir 90% de réussite, la preuve que sa méthode fonctionne. Je suis le seul au monde à avoir soigné plus de 100 000 toxicomanes à 87% de réussite. On vous appelle le patriarche. Est-ce que c'est pas un peu paternaliste, votre expérience ? C'est sûrement au départ paternaliste, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Le jeune qui vient ici, même s'il ne l'avoue pas, a besoin de sécurité, a besoin d'autorité. Seulement, c'est une autorité qui est basée sur l'amour, sur la tendresse, sur la fête, sur la joie de vivre. Et je crois qu'ils me permettent une attitude de père très sévère souvent, ce qu'ils n'ont jamais permis à leurs propres parents. En fait, la réalité est plus sombre. Face à la toxicomanie, des parents sont désarmés et les pouvoirs publics semblent débordés. Le patriarche représente donc une solution providentielle. L'avantage, c'est qu'elle peut accueillir sans délai de nouveaux pensionnaires. Ils n'ont pas d'idéal, ils n'ont pas d'espérance, ils n'ont pas de raison de vivre, ils sont suicidaires en fin de compte et d'une fragilité extrême. Et à quoi bon ? En fin de compte, ils se lèvent le matin, ils se demandent pourquoi faire. L'association va se développer grâce au financement public, entre autres. En effet, la DAS de Haute-Garonne verse au patriarche 175 francs la journée pour chaque toxicomane. Un subside confirmé par le témoignage d'une ancienne pensionnaire, publié par l'association toulousaine AAEL, Association pour l'art et l'expression libre, en 1978.
Travaillant au compte, je m'aperçus et eus les preuves en main que la Boer recevait un prix de journée de la DAS pour chaque toxico. Lucien n'acceptait à cette époque que les toxicos dont les parents pouvaient donner une aide financière, 1000 francs mensuels minimum, clamant que toute son action était bénévole, ne touchant soi-disant aucune subvention de la DAS. De 1974 aux années 90, l'association va connaître une expansion internationale avec plus de 5000 pensionnaires dans plus de 200 centres répartis sur 17 pays, dont 67 en France avec 2500 toxicomanes. S'il n'y a pas d'encadrement médical, il existe un autre type d'encadrement. Celui-ci est principalement constitué de bénévoles, mais aussi d'anciens toxicomanes repentis. Mais ce personnel bon marché n'est absolument pas qualifié. Peu importe, il n'y a pas de petit profit pour les méthodes singulières de Lucien Engelmayer. Mais c'est une dynamique de relève d'anciens toxicomanes. Il n'y a que des anciens toxicomanes, quoi. Bon, évidemment, on ne renie pas du tout les gens qui ne se droguent pas. Bon, c'est pas du tout ça. On a aussi des gens qui, à titre bénévole, qui ne sont pas du tout toxicos, nous aident ou nous filent un coup de main. Mais au niveau de la thérapie, on n'a pas du tout recours ni à des psychiatres, ni à des psychologues, rien de tout ça. Et bon, c'est un petit peu comme ça qu'on y arrive aussi, quoi, parce que c'est un vécu et on arrive à sortir les gens de la défense parce que nous, on s'en est sortis, puis qu'à la limite, le jeune, quand il se retrouve devant quelqu'un qui a vécu la même expérience, il va avoir confiance, il y a un rapport d'amour et de confiance qui s'instaure, et puis c'est comme ça qu'on arrive à avoir des résultats. Chaque nouvel arrivant est baptisé OVNI. Ses papiers et son argent lui sont confisqués avant de subir un sevrage immédiat, connu sous le nom de sevrage bloc. C'est-à-dire une abstinence brutale, sans médication et sous surveillance continue d'un autre pensionnaire. Dans son livre « La mafia des sectes », publié en 1996, Bruno Fouchereau écrit sur le patriarche. Tout d'abord, le toxicomane subit un sevrage total de tout excitant ou narcotique. Un discours insidieux lui est alors servi. Petit à petit, on lui fait admettre qu'à l'extérieur des communautés du patriarche, le monde est complètement pourri et que, au contraire, à l'intérieur, tout est magnifique. On vous dit, le monde extérieur, est, dans un sens, est bien, mais il faut travailler, il faut avoir une vie sociale tout à fait normale. Sinon, on vous dit carrément que le monde de l'extérieur est complètement pourri, que c'est vraiment de la merde et qu'on a beaucoup plus intérêt à rester donc au patriarche et travailler avec eux. Et ça explique pourquoi il est si difficile d'en sortir ou à votre avis ? Oui, parce que souvent, je veux dire, même quand on demande ses papiers, on pense soi-même, maintenant ça va, je veux rentrer chez moi. Souvent, ils sortent la réplique, oui, mais on t'a sauvé, alors maintenant, c'est à toi de donner un coup de main et sauver les autres. Ce qui fait qu'en fait, on est carrément liés, on ne peut pas tellement dire non. On sent quand même un peu de culpabilité envers eux, parce qu'on se dit, dans un sens, c'est vrai, eux m'ont sauvé, mais... on ne va pas rester lié avec eux non plus toute la vie. Ensuite, on l'épuise par des travaux de force au sein du domaine de la Boer. Je ne comprends pas exactement le mot, j'essaie de comprendre ce que c'est une secte. C'est le contraire de chez nous. Une secte, c'est les gens qui vivent depuis des années, etc. Alors nous, on a 1% et 1 pour 1000 qui restent, donc ça ne peut pas être une secte. Ensuite, ce n'est pas que les Français. La plus grande secte du monde, c'est les toxicomanes. En 1977, l'AAEL publie dans le 3e numéro de son fanzine Mise à pied le témoignage d'un ancien pensionnaire. Je me retrouve juste avec mon pantalon et la chemise que je porte. Les 10 000 francs anciens qui se trouvent dans mon sac seront pour la communauté, car ici, personne ne doit avoir de l'argent. Ça y est, je me retrouve comme les autres. Ici, une sensation d'être parqué, étiqueté, un cas soumis involontairement à un seigneur, à un chef. Quant à l'épouse d'Engelmayer, elle est loin d'être passive. Rena Youfera, épouse Engelmayer, se charge personnellement de tout cela. Tous les papiers, c'est elle qui les met dans un coffre, tous les biens personnels dans les plus petits détails et les bijoux aussi, et les mandats adressés au nom des intéressés. De cette manière, impossible pour les pensionnaires de récupérer leurs papiers. Ils sont comme emprisonnés. Ce que j'admets pas, c'est la question de demander ses papiers et qu'on me les rende pas. Alors ça, je trouve ça vraiment aberrant, tu vois. Ça, c'est simple. Bon, je veux dire par là, c'est sûr que tu vas pas te dire en 2-3 mois, ça, y a pas de problème, mais... La question cette question-là, je veux dire, je l'admets pas. Pourquoi ? Parce que je l'admets pas, c'est tout. Je veux dire, je sais pas, moi, c'est con à dire, mais tu vois, j'ai fait pas mal de temps en prison, et puis, je sais pas, moi, quand je sors de prison, j'ai mes papiers, moi, j'aurais demandé mes papiers parce qu'il fallait que je voulais rentrer à Paris, et puis, sur ça, on m'a fait, non, négatif, tes papiers, on te tiendra pas, chantage. Moi, j'ai pris ça pour un chantage, tu vois. Non, moi, se tirer comme un voleur, moi ça me plaît pas, tu vois, mais je en parle si je l'ai fait, c'est parce que j'étais obligé de le faire.
Je suis sorti, j'étais au centre de Caceres, qui est à la frontière du Portugal. Et je me suis échappé après le repas de midi. Il était à peu près 1h30 de l'après-midi. Et j'ai couru dans la campagne, quoi. J'ai marché jusqu'au lendemain à 8h du matin, en pleine montagne, toute la nuit. Donc j'ai marché toute l'après-midi, toute la nuit. Et à 8h du matin, je suis arrivé sur une petite route. Et j'ai fait du stop. Je suis allé même voir un curé d'un petit village espagnol qui m'a donné un billet de train pour le petit village suivant. Et à force de stop, de prendre le train et tout, enfin, j'ai mis une semaine pour arriver à Genève. Égare à celle ou celui qui s'échapperait du centre, car chacun peut devenir la proie d'une véritable chasse à l'homme avec l'aide des autorités locales. Si le fugueur est repris, son retour à la Boër s'accompagne d'un passage à tabac avant d'être assigné aux travaux les plus durs. Qu'est-ce qui t'est arrivé sur le nez? Je me suis cassé le nez hier soir. Un accident? Non, j'ai une crise d'épilepsie. Et la vie en communauté, tu penses que ça va t'aider à t'en sortir? Non, je pense que si quelqu'un qui peut m'en sortir, c'est le patriarche. Si les médias s'intéressent de près à l'association, l'encadrement fait en sorte de faire le ménage. Pour ce faire, Engelmayer aurait profité d'un réseau d'alerte comme le suggère une petite BD humoristique publiée par le journal toulousain Basta en avril 1978. Allô, le patriarche, vous savez, il y a un journaliste du Monde qui pose des questions. Et toi, va planquer ta sale gueule. Tu vois bien que tu n'es pas présentable. Puisqu'on dit que c'est pour mon bien. Rassemblement. Tous ici dans 5 minutes. Du Valium en récompense, si bonne conduite. Dans son supplément, Basta publie l'intégralité de l'article de Christian Colombani. Le docteur Christian Brûlé, directeur du centre départemental d'aide aux toxicomanes de Versailles, qui a pu constater des sévices lors de plusieurs séjours à la Boër, ne considère pas que cette communauté soit capable d'aider valablement les jeunes toxicomanes, étant donné les structures établies par le dirigeant qui, pour libérer le jeune de la drogue, l'aliène à sa propre personne. Publié en octobre 1978, un rapport de l'IGAS, Inspection des Affaires Sociales, mentionne page 22 « Le patriarche ne s'est jamais caché, son livre encore en témoigne, d'avoir mis hors d'état de fuguer, d'un coup de poing ou d'une manchette, tel pensionnaire prêt à partir pour reprendre sa défonce. » Il semble bien qu'il y ait eu lieu, pendant certaines périodes, d'autres actes violents du fait du patriarche ou des encadrants. Toutefois, les témoignages que nous avons entendus ne coïncident pas vraiment. Les uns font allusion à des punitions pour des faits précis, pensionnaires rentrant ivres par exemple, les autres à des gestes de pure colère du patriarche. Pourtant, dans La mafia des sectes, Bruno Fouchereau est moins nuancé. Certains témoignages, recueillis par la commission d'enquête sur les violences institutionnelles, font état de véritables passages à tabac lors de ces séances d'explication. Car partir, c'est blesser le bon père qui veille sur la collectivité. Quel type de punition? Moi, personnellement, ça m'est arrivé d'avoir une fois un rangement à faire dans une chambre et un garçon de cette chambre est mal rangé et vu que moi, j'habitais dans cette chambre et que j'étais la plus ancienne du patriarche, j'ai eu le droit à dormir dehors un beau mois de mars où il pleuvait la nuit. J'ai dû dormir la nuit dehors. Par exemple, et 2 semaines après, on m'a brûlé mes habits parce que l'armoire d'un garçon d'à côté n'était pas bien rangée. Mais c'est moi qui ai tout porté sur le coup. Les comportements peu reluisants du gourou à la barbe blanche ne s'arrêtent pas là. En 1999, un article de l'Express revient sur des témoignages accablants. Le vieux a mis au point un piège difficile à éviter. Chaque soir, il désigne une jeune fille ou une jeune femme chargée de lui monter sa tisane et il tente de la retenir le plus longtemps possible. Elles craignent, en cas de désobéissance, d'être reléguées dans un centre lointain. Et un jour, lui, il était pas très bien, toujours un peu souffrant à l'heure de la sieste. Il me demande d'amener sa tisane dans sa chambre. Et une fois de plus, il recommence avec mes Delphines en essayant de m'embrasser avec sa bouche. Et il y arrive parce que au bout d'un moment, moi, n'étant peut-être pas aussi dans une période affective très posée et très claire dans ma tête, en ayant besoin sûrement aussi d'affection, j'ai cédé à ses avances. Et au sujet des pensionnaires mineurs, une ex-adepte va plus loin. Dès qu'une gamine sortait de l'ordinaire, jolie et avec du caractère, Lucien la convoquait immédiatement.
imaginez que j'ai pu violer ou forcer quelqu'un à des problèmes de sexuellement, enfin à mon âge. Mais j'ai été respecté comme un dieu. Avec l'argent que j'avais, j'aurais pu me payer toutes les putes en Indonésie de 10 ans. Qu'est-ce que j'irais faire dans une maison qui est ouverte à tous les publics, où j'ai plein de gens toute la journée? Mais il faudrait que je sois complètement cinglé. J'aurais pris au moins un hôtel, je serais sorti. Lucien Angelmayer se garde bien d'évoquer le Chalet Grand Borde, un centre de l'association situé à 20 km de Toulouse. Angelmayer venait avec beaucoup de plaisir dans ce centre féminin dont il avait fait son harem. Derrière ces fenêtres, une vingtaine de femmes vivent en permanence. Le patriarche a placé à la tête du chalet l'une de ses plus proches collaboratrices, Dominique Julien. Comme tout gourou convaincu d'impunité, le vieux ne dissimule pas son machisme en public comme le relate l'Express. Paola, qui a un très beau derrière et que j'ai baisé pendant 1 an, dit-il d'une femme dont il soutient le transfert en Argentine, au beau milieu d'un long discours devant une assemblée de responsables du patriarche en janvier 1998 à Tibidabo, un centre de Barcelone. En 1983, l'épidémie de sida terrifie Engelmayer. Le gourou crée des espaces santé, baptisés Sidatorium, pour accueillir les toxicomanes séropositifs. Via ADEPOS, Association pour les droits et les devoirs des séropositifs, ces centres regroupent des pensionnaires soumis au discours culpabilisant sur la contamination, assignés aux tâches communautaires et à un prosélytisme obligatoire. Devant une telle démarche, la DAS prend la décision en novembre 1988 de réduire de 25% le montant des aides annuelles accordées au patriarche. Le gourou pousse ses séides à occuper la DAS, ils sont refoulés par les CRS. En octobre 1992, à Madrid, l'ADEPOS organise une manifestation devant le ministère des Affaires sociales espagnol et celui de la Santé. Pendant ce temps, les nouveaux pensionnaires, les fameux OVNI, sont invités à faire les démarches nécessaires pour percevoir le RMI ou les allocations adultes handicapés. Une fois bénéficiaires, ils doivent les reverser immédiatement à l'association. Quant à leur famille, elles ne doivent pas trop tarder à verser les 3 000 francs mensuels sous peine de renvoi immédiat de leurs ouailles à domicile. En mai 1985, l'association Le Patriarche Suisse décidait de rompre avec Lucien Angelmayer. Elle gérait à cette date 2 centres, et les quelques 350 Suisses qui sont passés par l'association ont séjourné quelques jours dans ces centres avant d'être envoyés dans le sud-ouest de la France ou en Espagne. Alors ça faisait depuis plus d'1 année que nous sentions bien que les choses ne se déroulaient pas très normalement et que nous avions un certain nombre de critiques qu'on a eu l'occasion d'évoquer sur le fonctionnement de cette association et nos rapports. Et jusqu'à présent, l'Hospice Général agissait plutôt en qualité de service administratif qui assurait un placement et un financement, faisant confiance en quelque sorte au placement du jeune toxicomane dans ces institutions. Et c'est une des choses que nous souhaitons changer et améliorer. C'est en plus de placement de qualité administrative, en disant on paie le séjour, faire en sorte que nos travailleurs sociaux puissent être de réels partenaires de ces placements et intervenir avant, pendant et après le placement. Vous avez parlé de la Suisse, c'est par rapport à l'affaire Gimel. Il n'y a pas d'affaire Gimel. Il y a une manipulation, une magouille d'un toxicomane que j'ai guéri et sauvé qui a décidé, pour me récompenser de ce que j'ai fait, de manipuler les gens pour prendre de l'argent, pour prendre un pouvoir qu'il n'a pas et qu'il ne mérite pas. Et qu'on ait accordé tant de crédibilité à un toxico qui a été condamné 7 fois pour escroquerie et 11 fois pour trafic de drogue, croire que tout ce que disent les toxicomanes qui ne sont pas d'accord avec le patriarche en priorité, accorder tellement de droits de parole. Je n'ai jamais eu le droit en Suisse de dire ce que je pensais. Non seulement ils me volent l'argent, non seulement nous sommes victimes, mais en plus on nous traite en coupables. Il faut quand même le faire, vous savez. Ça, c'est tout à fait le système de Goebbels. Là, je tire mon chapeau, il a eu des maîtres à penser, ce bonhomme. Il a eu Olivenstein et Goebbels, vous savez. Ce sont des gens que l'on peut tout à fait accoquiner. Et je n'ai pas peur d'aller en prison pour dire ce que je dis. Durant 2 décennies, l'association perçoit bien des subventions publiques se chiffrant en millions de francs. Ainsi, le patriarche a reçu du ministère de la Santé 8 millions en 1993, 6,4 millions en 1994 et 4,8 en 1995. Et cela malgré les contrôles en 1978, 1980 et 1989 de l'IGAS, comme le rappelle Thomas Larder dans son ouvrage Les sectes.
Manque de transparence des financements, ouverture de centres sans autorisation des autorités sanitaires, méthodes utilisées et critiquables au regard des libertés individuelles, confiscation de la carte d'identité des résidents, conditions insuffisantes du suivi médical. Du côté du patriarche, un porte-parole déclare au journal Le Monde en 1996 que cette subvention ne représentait qu'une broutille dans son budget global de fonctionnement. Et puis Lucien Engelmayer n'en a que faire de ses reproches. Depuis longtemps, il crie à la diabolisation, victime d'un odieux complot. Le socialisme actuel, dans ses agissements face au patriarche, ça rappelle étrangement le national-socialisme. Pas dans ses réalisations politiques, sociales ou autres, mais dans son action contre le patriarche. Je spécifie bien pour que ce soit bien cru et bien compris. Je ne l'accuse pas d'être de droite ou de gauche. Je dis que dans son agissement contre le patriarche, elle se rapproche du national-socialisme et pas d'un socialisme humain. Parce que j'ai tout fait pour être compris, entendu, vérifié, contrôlé. J'ai demandé des contrôles partout. Venez voir, si vraiment nous sommes comme ça, il faut nous fermer. On ne nous ferme pas. Malgré ses cris d'orfraie, le gourou reste un homme d'affaires privilégiant d'autres sources de financement. Il a ainsi recours à des sociétés aux activités diverses, la restauration, Paella Store Olé, Fiesta Paella, la brocante, Ebenolé, les assurances, Archange Courtage International, ou encore 4 stations-service avec Goal, Garage Organisation Internationale Lucien Engelmayer en 1994. Sans oublier le manoir des Creniers, transformé en camp de vacances avec restaurant et 20 studios aménagés dans 3 bungalows face au manoir. En 1998, la Cour des comptes découvre l'existence d'une holding luxembourgeoise liée au patriarche, la Sopa Sophie SA. En fait, il ne s'agit pas d'une, mais de 4 holdings amassant près de 85 millions de francs en 1995 et 49 millions en 1997. Sans oublier l'argent qui transite via des paradis fiscaux comme le Liechtenstein et l'Uruguay. Déjà en 1986, un rapport de 700 pages de Pierre Consigny, inspecteur du ministère des Finances, soulignait cette opacité. Les fonds provenant de sources privées, familles, dons, transitent par des voies que le droit réprouve. Les familles des étrangers hébergés en France sont invitées à déposer leur versement dans un compte en Suisse. Alors une question se pose, comment Engelmayer a-t-il pu passer entre les mailles du filet ? Aurait-il bénéficié de soutien ? En janvier 2007, le tribunal correctionnel de Toulouse condamne Jean-Paul Séguéla, ex-député maire RPR et ex-conseiller de Charles Pasqua, à 3 ans de prison, dont 2 fermes et 50 000 € d'amende pour trafic d'influence. Selon une dépêche AFP du 11 novembre 2006, Séguéla, décédé en 2009, a bénéficié de 5 millions de francs de Engelmayer grâce au détournement de sommes venant de comptes bancaires en Suisse. Le tout passé par un système nébuleux d'associations, de sociétés civiles, commerciales et holdings luxembourgeoises. Sans oublier le travail dissimulé de toxicomane dans sa propriété de Haute-Garonne sous prétexte de réinsertion. Son influence en tant que conseiller chargé de la lutte contre la toxicomanie auprès de Pasqua est indéniable. En 2001, la dépêche du Midi nous rappelle les faits. Dès lors, le patriarche obtient des subventions importantes, 8 millions de francs en 1993, 7 millions de francs en 1994, 6 millions de francs en 1995. Cette manne financière est coupée l'année suivante, après le départ de Jean-Paul Séguéla du ministère de l'Intérieur. Il conserve néanmoins des liens étroits avec le patriarche. Le nom de Jean-Paul Séguéla figure même dans l'organigramme de l'Organisation internationale Lucien Engelmayer, OILE, de décembre 1997 à août 1998. C'est justement en 1998 que la Cour des comptes épingle le maire de Bessières pour un prêt de 600 000 francs que lui aurait accordé l'association Le Patriarche. Interrogé par la dépêche du Midi en février dernier, Jean-Paul Séguéla confirmait la réalité de ce prêt, mais nous affirmait l'avoir remboursé et n'avoir rien à cacher. Ayant fait appel, les peines prononcées contre Jean-Paul Séguéla ont été confirmées par la Cour d'appel de Toulouse en 2008. Lors du procès en novembre 2006, le journaliste Frédéric Abella demande à maître Jean-Michel Pesanti, avocat des parties civiles, qui a profité de ce système ? Lucien Engelmayer, bien sûr, qui a organisé la fuite de sommes colossales en créant des micro-sociétés un peu partout en Europe. Mais il y a aussi d'anciens responsables politiques bien placés, poursuivis aujourd'hui pour abus de confiance et abus de faiblesse. Si Séguéla s'est retrouvé sur le banc des accusés, cela fait suite aux plaintes de pensionnaires du patriarche pour abus de confiance, abus de biens sociaux et travail illégal à l'encontre d'Engelmayer.
Ce dernier, réfugié au Belize, fait l'objet de 2 mandats d'arrêt internationaux, dont un pour viol et tentative de viol sur mineur de moins de 15 ans. Le 9 janvier 2007, il est condamné par défaut à 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. Les petits gourous qu'il a formés ont eu envie, en ont eu marre du despotisme de Lucien. Et en plus de ces dérives sexuelles de plus en plus visibles, apparemment, et ils ont décidé de l'évincer, mais moi je pense que c'est pas seulement par souci de transparence, mais aussi pour le patrimoine. 9 ans plus tôt, il a accepté son éviction sous la menace de 31 cadres de son organisation. La scène se passe le 23 février 1998. L'Express raconte en 1999 « Arrivé dès l'aurore dans la villa de 15 millions de francs qu'occupe Lucien Engelmayer sur Pal Harbor Drive, les premiers conjurés cherchent en vain le gourou de 77 ans. Il est retrouvé dans le fond d'un placard de son garage, apparemment inanimé. Les pompiers et la police débarquent et on découvre qu'il s'est livré à une pathétique comédie. » Ces cadres sont exaspérés par les abus de pouvoir et dérapages du vieux. Alors ils menacent, c'est la démission ou des plaintes pour abus sexuels sur mineurs. Engelmayer cède, fait un détour par Barcelone, puis s'envole pour le Belize. Il y meurt le 30 août 2007. Il est enterré quelques mois plus tard dans un cimetière toulousain. La disparition d'Engelmayer rime-t-elle avec la fin de ses méthodes ? Après son éviction en 1998, les cadres marquent la rupture et rebaptisent l'organisation Dianova. Implanté dans 17 pays sur 4 continents, son siège est situé à Genève, en Suisse. Son rôle ? Promouvoir et mettre en œuvre toute action en faveur de l'éducation, de la jeunesse, de la prévention et du traitement des addictions et du développement social et communautaire. Depuis 2008, cette ONG reconnue par l'UNESCO bénéficie d'un statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Néanmoins, en 2022, le journaliste Joaquín Gil révélait pour le quotidien El País que la présidente de Dianova International, Marie-Christine Lizarza, faisait partie du conseil d'administration d'une fondation opaque au Liechtenstein entre 1998 et 2004. Son nom, OILJE, Organisation internationale Lucien Joseph Engelmayer, rebaptisée Pronova, accumulait au moins 53 millions d'euros. Le journaliste ajoute « La fondation héritière d'OILJE a absorbé la plupart des fonds que le patriarche a gérés en Suisse, une fortune qui s'élevait en 1998 à 66,7 millions sur 13 comptes dans des banques helvétiques SBS, aujourd'hui intégrées à l'UBS, la Banque cantonale de Genève et BSI Genève, selon des documents internes. » Joaquín Gil rappelle aussi que Dianova Espagne a été impliquée dans une controverse en 2017. À cette époque, l'ONG réunissait dans son centre à Madrid des toxicomanes et des familles de réfugiés avec enfants. Un an plus tôt, le ministère de l'Emploi fut alerté car les bénéficiaires du programme d'aide aux immigrants nouvellement arrivés en Espagne étaient utilisés par l'ONG comme main-d'œuvre pour faire des travaux sans mesure de sécurité ni assurance accident. Interrogée, la directrice générale de l'ONG réfute les allégations et soutient la rupture avec l'encombrant passé de Lucien Engelmayer.